Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live. Dans la précipitation, j'ai oublié de changer l'écran d'accueil. Désolé, donc on va pas parler d'Euro. Évidemment, nous sommes jeudi, vous savez ce que ça veut dire. Nous allons parler de NXT et de AEW Dynamite. Vous m'avez entendu dire mardi dernier que j'allais sûrement faire ce live un peu en retard parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui et que du coup j'allais le faire après. Et puis j'ai vu que le rendez-vous était à 14h30 et je me suis dit, bah écoute, tente de le faire avant, voilà, tente de faire ton live avant ton rendez-vous chez le dentiste. Donc si vous avez l'impression que je rush un peu vers la fin, c'est sans doute le cas. C'est sans doute le cas, voilà, j'ai un rendez-vous à 14h30, donc il faudra que ce soit fini avant ça. Bien avant ça, parce que du coup à 14h30 il faut que je sois... Et il est en train de perdre du temps déjà. Bon, deux très bons épisodes. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir d'avoir deux très bons épisodes de catch d'affilée, un très bon épisode de NXT et un très bon épisode de AEW Dynamite également. Et on va commencer comme on commence tout le temps avec NXT. Et c'est parti. Nous avons commencé avec le match. Attendez, excusez-moi, je commence. Il suffit de commencer une demi-heure plus tôt et je suis complètement perdu. Voilà. Donc ça va là, ça va ici, et voilà. Kyle O'Reilly est sur le ring. Kyle O'Reilly est sur le ring. Il a l'air d'aller beaucoup mieux. Il dit qu'il se sent super bien parce qu'enfin il en a fini avec Adam Cole. Je dis, est-ce que t'as déjà regardé un show de catch dans ta vie, Kyle O'Reilly? T'en as pas fini avec Adam Cole. Bref, il dit que pour lui, il est temps d'avancer. Il dit que pour progresser à NXT, on a besoin de l'instinct du tueur qu'Adam Cole possède. Et il a appris ça. Il dit qu'il faut être prêt à tout, à l'ultime sacrifice pour atteindre ses buts, mais que pour l'instant, il ne sait pas vraiment quels sont ses buts. Quel est son but finalement? Est-ce qu'il va se diriger vers le titre des workhorse, ils appellent ça en anglais, donc j'ai traduit gros bosseurs, les bêtes de somme, on dirait peut-être, voilà, le titre américain, le titre nord-américain, ou bien est-ce qu'il prend son nouvel instinct de tueur et il va chercher le titre de NXT? Il dit qu'il a tout le temps du monde pour y penser et... Oh, une référence au temps? Mais je dois être en train de te parler, Karrion Kross, actuel champion de NXT. Il est interrompu par Cameron Grimes, qui le félicite pour sa victoire contre Adam Cole à TakeOver Stand and Deliver. Il propose de faire du merchandising, de faire de la crypto-monnaie au nom de Kyle O'Reilly, etc. Qui accepte en disant que c'est un génie, que c'est une super bonne idée, qu'il adore l'idée. Et il dit qu'en plus, il a autre chose à célébrer. Il est apte à catcher, parce que jusque-là, il racontait qu'il n'était pas médicalement apte à catcher. Donc là, il lui dit, voilà, bonne nouvelle, je suis apte à catcher, et en plus, j'ai déjà un adversaire, dit Kyle O'Reilly, et il fait mine de chercher l'adversaire dans le public, il dit, alors, où il est, mon adversaire? Où il est? Donc, évidemment, Cameron Grimes, il voit venir, et il commence à faire, attends, tu pas en train de... Et Kyle O'Reilly, il fait, mais non, je parle pas de toi, on est associés maintenant. Et il continue de chercher, il nettoie ses lunettes, il met ses lunettes, il fait... Hey, mais si c'est toi! Il lui met un pain dans la gueule. B+. B+, pour ce segment-là. Parce que pour moi, je vois que la collection est catastrophique. Je suis vraiment désolé pour ceux qui suivent en live. Kyle O'Reilly est pas encore au niveau d'un A en termes de promo. Il est pas... il est drôle, mais il fait plus... En termes de promo, il est à peu près au niveau de Cameron Grimes. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que Cameron Grimes est clairement dans le mid-card. Kyle O'Reilly est censé être dans le main event, c'est censé être le gros babyface de NXT. Et pour moi, il n'est pas encore à ce niveau-là en termes de promo, mais c'était très drôle, c'était très sympa, c'était très... Voilà, c'était bien. C'était bien, ça fait du bien de voir Kyle O'Reilly, moi ça m'a fait rire, donc... On est sur du B+, donc B+, voilà, il n'y a pas à rougir. Ensuite, on voit... Sarray qui arrive qui arrive à NXT, donc ça fait plusieurs semaines qu'il tease cette signature de cette sensation du Japon, Sarray. Zoe Stark arrive et interrompt William Regal qui accueille Sarray pour dire qu'elle la respecte énormément et qu'elle est super fan, qu'elle a suivi ce qu'elle fait au Japon et qu'elle elle adorerait que le premier match de Sarray à NXT soit contre elle. Petit détail que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est con parce que il y a plusieurs trucs auxquels on s'habitue quand on regarde le catch, plusieurs défauts auxquels on s'habitue quand on regarde le catch, parce qu'on se dit bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Genre par exemple, et l'un d'entre vous en parlait dans un ancien live, les catcheurs qui
qui se prennent la tête pendant le show, et le général manager arrive et fait eh bien, puisque vous pouvez pas vous entendre, eh bien, vous vous affronterez dans le main event. Et effectivement, dans le kayfabe, tu te dis, attends, t'avais pas prévu de main event déjà? Et là, un détail que j'ai beaucoup aimé, c'est que Zoe Stark a dit à William Regal, écoutez, je suis sûr que vous avez déjà un adversaire pour Sarray. Et William Regal fait, oui, effectivement, j'avais déjà un adversaire. Et Zoe Stark dit, mais j'aimerais beaucoup que ce soit... Bref, c'est pas elle le plan depuis le début. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ces petites attentions aux détails. Ensuite, on a LA Knight qui parle de Dexter Lumis parce que Dexter Lumis, ils ont un match ce soir. Et ensuite, on a le fameux match LA Knight contre Dexter Lumis auquel j'ai mis un D. Et je vais m'expliquer très rapidement. J'aime beaucoup le personnage de Dexter Lumis. Vraiment, j'aime beaucoup son personnage. J'aime bien aimer j'aime bien le fait que Indy Hartwell soit attiré par Dexter Lumis parce que c'est un mauvais garçon, parce que c'est... Mais en fait, on est au-delà du mauvais garçon, c'est un psychopathe, donc... et c'est cette exagération que j'aime bien, qui me fait rire. Ce que j'ai pas aimé dans ce match... En fait, le match était très anecdotique, c'est-à-dire que le match en lui-même était... Voilà, rien, quoi. Et... Indy Hartwell est dans le public. La semaine dernière, Dexter Lumis a kidnappé Indy Hartwell. Parce que c'était le plan d'Indy Hartwell. Elle voulait se faire kidnapper, parce qu'elle est amoureuse de lui. Là, elle est dans le public. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé pendant une semaine? Il l'a kidnappée et... s'il vous plaît... et ils en sont encore au stade séduction. C'est-à-dire que Indy Hartwell, interrompt Dexter Lumis, qui est hypnotisé par elle. Et je me dis, attends. Dexter Lumis aussi est attiré par elle? Parce que ça, je suis beaucoup moins pour que Indy Hartwell soit attiré par Dexter Lumis parce que c'est tout ce qu'un mauvais garçon devrait pas être. Pourquoi pas, c'est drôle. Mais que Dexter Lumis soit attiré par Indy Hartwell, pourquoi ce personnage-là est dans un angle amoureux, quoi? C'est bizarre. Enfin, pourquoi lui, il éprouve des sentiments? C'est bizarre. Pour moi, il y a un truc qui passe pas. Et donc, évidemment, ça ajoute au problème du match. Ensuite, LA Knight profite de cette diversion pour gagner, hein, très globalement. Et je me dis, d'accord, donc là, l'histoire, c'est que Dexter Lumis est amoureux d'Indy Hartwell et que ça interfère dans ses matchs. Mais après ça, Indy Hartwell monte sur les abords du ring, Dexter Lumis s'approche, ils vont pour s'embrasser. Et la faction de Indy Hartwell, The Way, arrive pour les empêcher de s'embrasser parce que non, tu ne sortiras pas avec ce genre de malandrin, ma fille. Alors, merci beaucoup pour ton abonnement, El Kebab. Je comprends. Ça fait combien de kebabs qui s'abonnent à ma chaîne? Merci beaucoup pour tes bits aussi, Tiffania72. Excuse-moi, j'ai pas entendu la notification. Je trouve The Way vraiment très drôle. Je trouve The Way vraiment très drôle. Et il y a beaucoup de potentiel comique. Le problème, c'est... dans l'histoire, je veux dire, le problème, c'est que j'ai pas l'impression que ça soit raconté... Il y a des trucs qui passent à la trappe, quoi. Il y a... Pourquoi Dexter Lumis est amoureux d'Indy Hartwell? Ça, je pourrais l'accepter si à côté, il n'y avait pas... Qu'est-ce que Indy Hartwell fout dans le public alors qu'elle a été kidnappée la semaine dernière? Ça, je pourrais l'accepter si... ils en étaient plus au stade de la séduction entre Indy Hartwell et Dexter Lumis. Et ça, je pourrais l'accepter si il n'y avait pas le fait que Dexter Lumis vient de perdre un match à cause de sa relation émergente avec Indy Hartwell et que ça n'avait pas l'air de le saouler. Il y a vraiment beaucoup de problèmes, quoi. Beaucoup de problèmes qui s'accumulent. Et en fin de compte, je peux que mettre un D parce que ça... Il n'y a rien qui tient, quoi. C'est beaucoup de potentiel, mais... Oui, mais je réagis à quelqu'un qui parle sur le live, qui dit pour moi c'était clair que Dexter Lumis était intéressé par Indy Hartwell. Moi, ce que je trouvais drôle, c'est que Indy Hartwell faisait la morte parce qu'elle savait que comme ça, Dexter Lumis allait la kidnapper. Parce que le truc de Dexter Lumis, c'est de kidnapper des gens. Est-ce que Dexter Lumis était aussi attiré par Roderick Strong, par Austin Theory, qui l'a kidnappé plus tôt aussi? C'est compliqué. Ensuite, Leon Ruff fait une promo de... Merci beaucoup pour ton abonnement, Lickmander. Leon
Leon Ruff fait une promo au sujet de Isaiah Swerve Scott, donc qu'il a agressé après leur match la semaine dernière. Ce que j'ai beaucoup aimé, beaucoup de feu en ce moment de la part de Leon Ruff, ça fait plaisir. J'aime bien. Maintenant, la rivalité commence à s'étirer un peu, mais honnêtement, j'aime beaucoup les deux. Moi, ça me pose pas de problème. Ensuite, on a une interview de Io Shirai, l'ancienne championne de NXT. Elle dit que la vie est faite de défis et que Raquel Gonzalez, qui l'a battue pour le titre, était son défi le plus dur à relever, mais qu'en temps voulu, elle aura un match retour, mais que pour l'instant, elle a besoin de se reposer. Elles sont interrompues par un petit chien, par Frankie, il s'appelle Frankie dans la vraie vie, ce petit chien. Et la catcheuse, son pseudo, c'est Frankie Monet. Frankie Monet qui intervient pour se présenter à Io Shirai. Elle dit à Beth Phoenix qu'elle est fan d'elle depuis qu'elle est toute petite, ce qui est une façon très à droite de lui faire remarquer qu'elle est si vieille. C'était une insulte, quoi. C'était une insulte déguisée en compliment. Et elle dit à Io Shirai qu'elle aimerait beaucoup prendre sa place au sommet de la division féminine. Elle lui dit ça, mais en lui manquant de respect, j'ai pas envie de traduire ce qu'elle lui a dit. Ah, bah du coup j'ai commencé. Bon, allez, on y va. Elle lui dit qu'elle a bien l'intention de rentrer dans ses chaussures, ce qui n'est pas une expression qu'on utilise en français. C'est quoi l'expression qu'on utilise en français? On dit marcher dans les pas de quelqu'un, mais du coup ça marche pas parce que là il est question de chaussures. Et Frankie Monet dit en plus de toute façon mes chaussures sont bien plus belles que les tiennes, un truc comme ça. Bref, Io Shirai s'agace et lui est agacé et lui parle en japonais, ce qui est jamais bon. Quand Io Shirai te parle en japonais, t'as plutôt intérêt à serrer les dents parce que c'est pas bon. Dans le sens où elle va te péter la gueule. Io Shirai conclut en disant I like cats. Ce qui confirme que Io Shirai est une personne spirituellement supérieure. Elle dit I like cats en regardant le chien, évidemment. Bon, évidemment, on peut aimer les deux. Bref, ensuite... je viens de jeter un coup d'œil au chat et c'est rigolo parce que quand on cherche une traduction, on va chercher un truc qui ressemble à peu près mais que personne n'a jamais dit en français. J'ai vu mettre les bottes dans ses bottes, mettre les bottes dans la chaussure, mettre les deux chaussures dans le même panier. Ensuite, on a eu un match Breezango contre les Grizzled Young Veterans. Breezango accueille les Grizzled Young Veterans comme ça. En tenue de comment dirais-je, de garde royale britannique. Ils me font rire, j'aime beaucoup Breezango. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match-là, auquel j'ai mis un B, c'est que j'ai l'impression qu'on a retrouvé une profondeur dans la division par équipe de NXT, et ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que aucune de ces deux équipes se battait pour le titre. Les champions par équipe sont MSK. Les Grizzled Young Veterans ont parlé de MSK avant le match, mais c'est deux équipes, quoi. C'est deux équipes et ils sont pas... les équipes ne se marchent pas dessus, il y a de la place pour que la division par équipe respire et puisse avoir un très bon match comme ça. Il y a eu un spot notamment très bon où l'un des deux... Bon, les Grizzled Young Veterans ont gagné. L'un des deux Grizzled Young Veterans, James Drake, celui de droite, fait semblant d'être blessé au genou. Du coup, l'arbitre vient voir. J'ai trouvé ça un petit peu mal timé dans le sens où l'arbitre, il s'est vraiment penché et puis... Ouais, le genou. Est-ce que tu peux continuer? Oui. J'ai aucune autre question à te poser. Donc je vais rester là et je vais continuer à te regarder bien toi. Parce que du coup, c'était évidemment une diversion pour que le Breezango Fandango, qui fait partie de l'équipe Breezango, se rapproche, et Zach Gibson, le partenaire par équipe de James Drake dans les Grizzled Young Veterans, se rapproche aussi. Et Zach Gibson met les doigts dans les yeux de Fandango dans le dos de l'arbitre. Oh! Pas bien, personne n'a jamais été disqualifié pour avoir mis les doigts dans les yeux de quelqu'un, mais non, normalement il n'y a pas le droit. Donc hop, pas bien, et là James Drake se relève en faisant un saut carpé en disant non c'est bon, ça va le genou finalement. Bref, très très bon spot, et dans l'ensemble très bon match, auquel j'ai bon match, auquel j'ai mis un B. Ça fait plaisir d'avoir des matchs dans la division par équipe de NXT qui fassent un peu organique. Ensuite, on a, alors on devait avoir une interview de Indy Hartwell de The Way. The Way, c'est les 4 de gauche. Elle est interrompue par toute la faction qui ont pas le temps d'en placer une, juste histoire qu'elle évite de dire une connerie concernant Dexter Lumis. Et ils sont interrompus par Bronson Reed qui leur demande mais qu'est-ce que c'est votre problème avec Indy Hartwell et Dexter Lumis? Vous n'aimez pas l'amour?
il les provoque en disant que Dexter serait un excellent ajout à la famille Gargano. Et il dit à Johnny Gargano qu'il veut toujours le titre nord-américain. Le titre nord-américain, c'est ça. Non, parce que j'ai l'impression que j'ai montré sa bite. Je parle de la ceinture qu'il y a autour de la taille de Johnny Gargano. Et Austin Theory dit ah ouais, bah, si tu veux t'en prendre à Papa John... C'est une marque de pizza, Papa John, ça m'a fait rigoler. Austin Theory dit que s'il veut s'en prendre à Papa John, eh ben, il faut d'abord qu'il passe par lui. Et Bronson Reed fait... Ok. Du coup, il y aura un match Bronson Reed contre Austin Theory la semaine prochaine. Et si Bronson Reed gagne, il aura un match contre John Gargano. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'après, Gargano dit à Theory, non mais, pourquoi tu dis ça? Mais il t'a explosé la semaine dernière. Pourquoi tu veux un match contre... Pourquoi tu fais ça? Et Austin Theory, non mais c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire, je pense que je peux le faire. C'était un peu... C'était sympa. C'était sympa, j'ai beaucoup aimé cette promo-là. C'est plus. Ouais, c'est plus. Quand je dis beaucoup aimer une promo, c'est... Voilà, c'est toujours un peu... J'en fais toujours un petit peu trop... Voilà. Parlant d'en faire un petit peu trop... J'adore mon image. Cameron Grimes est interviewé et il dit qu'il va renvoyer Kyle O'Reilly à l'hôpital pour ce qu'il lui a fait dans le premier segment de ce show. Mais il dit qu'il s'en fout parce que de toute manière, il a acheté un NFT. NFT, qu'est-ce qu'un NFT, me demandez-vous? Ça veut dire non-fungible token et c'est un truc que les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent peuvent acheter pour... de l'argent. Voilà, un truc pour les gens qui ont de l'argent. C'est comme si vous me demandiez de parler J'ai compris la théorie, mais je ne vais pas m'amuser à vous faire un cours sur ce que sont les NFT. Et il dit, voilà, il a acheté un NFT qui pourra revendre plus cher, j'imagine, mais il découvre dans le mail qu'il lit et qu'il découvre en temps réel que le NFT qu'il comptait acheter, le NFT pour lequel il a gagné une enchère, a été racheté après l'enchère par une enchère nettement supérieure et que cette enchère vient de Ted DiBiase. Et du coup, Cameron Grimes, l'image que vous voyez là, s'énerve en faisant Ted DiBiase. Alors, j'ai mis B-, je voulais mettre B. Ah, la caméra a freeze, excusez-moi, je vais défriser la caméra. Pouf, 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 pouf. Je voulais mettre un B. Le truc pour lequel je suis descendu à B-, c'est parce que on va pas avoir de match Ted DiBiase contre Cameron Grimes et c'est un peu dommage que ça construise pas autre chose. Maintenant, si à terme, on a une interaction entre Ted DiBiase et Cameron Grimes, pour ceux qui situent pas, Ted DiBiase, c'était un personnage dans les années, j'ai envie de dire, début 90, je ne sais pas. Ah oui, non, pardon. Je vois que les gens disent ça a freeze alors que ça a plus freeze, donc voilà. Ted DiBiase était un personnage du début des années 90, peut-être années 80. Je suis très mauvais en chronologie. Son personnage, c'était qu'il était bourré de pognon et que tout le monde avait un prix. Du coup, il achetait des catcheurs, il achetait des arbitres, il a même acheté un titre, il a même fait un titre pour pouvoir dire qu'il est champion. Voilà, c'était son personnage. Et maintenant que Cameron Grimes, son nouveau personnage depuis relativement récemment, c'est qu'il a plein d'argent, il est dans une espèce de rivalité fictive, de rivalité à sens unique, on va dire ça comme ça, contre Ted DiBiase, parce que c'est de ça que son personnage est inspiré, et je trouve ça assez chouette. Voilà. Ensuite, on a le fameux match Sarray contre Zoey Stark. J'aime beaucoup leur nouvelle présentation de match, auquel j'ai mis un A. C'était exactement ce qu'il fallait que ce soit. Globalement, c'était une vitrine pour que Sarray montre ce qu'elle sait faire. C'était genre, vas-y, tes nouvelles. Qu'est-ce que c'est Sarray? On te regarde. Et alors, d'une part, elle est très stiff, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que ce que j'ai présenté dans une vidéo il y a un petit peu de temps comme le catch c'est pour de faux mais il faut que ça fasse vrai, et il y a des catcheurs qui préfèrent qui privilégient faut que ça fasse vrai, faut que ça soit faux. Donc ça c'est ce qu'on appelle stiff. Je suis pas clair du tout. Globalement, si ça cogne, tant pis. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle est très... l'histoire entre les deux, c'était que Zoey Stark était plus forte physiquement, plus grande, plus imposante, mais Sarray est plus technique, plus vive et plus brutale, j'avais l'impression, et qu'au bout du compte, Sarray a gagné. Et en plus, Zoey Stark a été relativement... parce que Zoey Stark est relativement nouvelle aussi, mais elle a été assez défendue, protégée, j'ai envie de dire, dans la défaite, parce que après la prise de finition de Sarray, est-ce que j'ai réussi à noter ce que c'était?
Non, j'ai pas réussi à noter ce que c'était. Après la prise de finition de Sarray, Zoe Stark a levé le bras, mais très mollement, et après le compte de 3, donc ça veut dire elle était pas KO. Elle pouvait... un autre jour, peut-être elle aurait pu s'en sortir. Donc voilà, j'ai mis un A parce que le match était vraiment excellent et qu'il a fait exactement ce qu'il devait faire. Donc c'était parfait pour ça. Ensuite, Tony Storm a agressé Zoe Stark parce que Zoe Stark a battu Tony Storm dans le kick-off de NXT TakeOver Stand and Deliver il y a 2 semaines. Sarray est venu voir si Zoe Stark allait bien. On se dirige vers une rivalité à 3 personnes, semble-t-il. Cool! Ensuite, j'ai mis B à cette interview parce que j'ai trouvé ça très subtil. Raquel Gonzalez est interviewée avec Dakota Kai et sur la vignette en bas, il y a écrit Raquel Gonzalez avec Dakota Kai. Alors qu'elles sont toutes les deux là. Et là, et ça, et un autre truc pendant l'interview, c'est que Michelle Mitchell, je sais jamais. Interview Raquel Gonzalez, pose une question à Raquel Gonzalez. Et elle va pour poser une question suivante, alors que Dakota Kai était, c'est l'image que vous voyez là, alors que Dakota Kai était sur le point d'ajouter quelque chose. Et je trouve ça très subtil. Je trouve que c'est une façon très subtile de poursuivre cette idée que Dakota Kai est un peu ignorée dans l'histoire. Et j'aime bien le fait que ça aille quelque part. Clairement, c'est une histoire qu'ils sont en train de raconter. Et j'aime bien ça. Ensuite, un autre segment que j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Ah, il manque une image, mince. On voit Indy Hartwell et Candice LeRae en coulisses. Donc ça, c'est l'image que vous voyez pas. En 3 phrases, elles me font rire. J'ai écrit, il y a Candice qui dit écoute, Indy, il faut que tu arrêtes d'être distraite par les garçons. Et Indy Hartwell fait déjà, c'est pas un garçon, c'est un homme. et Candice fait ok. Mais The Way me fait beaucoup rire d'une façon générale. Merci beaucoup pour les bits, Cake One. Indy Hartwell est distraite par Dexter Lumis qui est là et qui la regarde comme un psychopathe. Elle le remarque et puis du coup elle reste avec lui. Alors que Candice LeRae continue à lui parler mais sans se retourner. Du coup elle voit pas que Indy est plus là. Et là, Candice LeRae tombe sur les championnes par équipe de NXT, Ember Moon et Shotzi Blackheart. Évidemment, Candice provoque les championnes parce qu'elle pense que Indy Hartwell est encore là. Shotzi et Ember Moon disent ah oui, Indy d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de ce que Candice est en train de raconter? Là, Candice se rend compte que Indy Hartwell n'est plus là. Elle essaye de faire diversion en lançant le gobelet de Ember Moon dans son visage. Et Indy Hartwell et Shotzi Blackheart et Ember Moon attrape Candice avant qu'elle ait le temps de s'enfuir, l'enferme dans la pièce qu'on voit là derrière, et lui casse la gueule. La raison pour laquelle c'est un C-, c'est parce que je suis vraiment entre le B et le D dans cette histoire. C'est-à-dire que le B, c'est tout ce qui est The Way, je les trouve très drôles, je les trouve vraiment, ça fonctionne très bien. Le D, c'est tout ce qui est Shotzi Blackheart et Ember Moon. J'ai l'impression qu'ils font tout pour que je les aime pas. Dès le départ, j'aimais pas le fait qu'elles aient gagné les titres. Pour moi, directement, ça me les a fait les détester. À TakeOver Stand and Deliver, je me suis dit, bon, ok, je peux peut-être commencer à les apprécier un peu. Peut-être que je peux mettre de côté le fait que j'aurais préféré que ce soit Dakota Kai qui soit championne, mais ok. Allez, je leur laisse une chance. Et là, elle pète la gueule à 2 contre 1 contre une nana qui... Au niveau des alignements, excusez-moi, je vois que j'ai un message sur Discord, je regarde si c'est important, non c'est bon. Au niveau des alignements, je suis vraiment perdu, quoi. Shotzi Blackheart et Ember Moon pètent la gueule à 2 contre 1 à Candice, quoi. Ça me semble pas juste. C'est pour ça que c'est un C-, c'est qu'on est entre B et D, mais quelque part on est plutôt du côté moins, quoi. Voilà. Ensuite, on a un match... Ah oui, Kushida, le nouveau champion Cruiserweight, arrive sur le ring. Alors, la semaine dernière, je trouvais déjà bizarre que Kushida se batte sans jean, parce que d'habitude, il catch en jean. Cette semaine, il n'y avait plus de chaussures. Je commence un peu à avoir peur, si vous voulez. Je commence un peu à appréhender les prochaines apparitions de Kushida. La semaine dernière, il a tombé le jean. Cette semaine, il tombe les chaussures. J'ai pas envie d'être dans 15 jours, si tu veux. Et il dit qu'il a gagné le titre Cruiserweight dans un Open Challenge de l'ancien champion. Donc l'ancien champion dit est-ce que qui que ce soit veut m'affronter pour mon titre? Il a gagné le titre comme ça. Et donc il dit il veut faire la même chose. Qui veut
avoir sa chance pour le titre. Et Oni Lorcan répond à... Ah, je me suis trompé. Oni Lorcan répond à ce challenge, ce qui est assez cool. Et évidemment, bougez pas, on va revenir à la bonne image. Merci beaucoup à Scorpia23 pour son prime. Ah là 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 là, trop d'images, beaucoup trop d'images, que se passe-t-il? Allez champion, allez, tu peux le faire, Kushida, Oni Lorcan répond à ce challenge, et globalement c'est un très bon match auquel j'ai mis B+, Bon, globalement, c'était un très bon match. Je ne vais pas m'amuser à vous décrire les spots. Et Kushida a fini par gagner avec un overboard lock. Ça a fait du bien un peu de voir comment dirais-je, de voir Oni Lorcan gagner des trucs gagner des trucs. Participer à la division Cruiserweight. Parce que pas l'année dernière, l'année d'avant, c'était un peu lui le top babyface de cette division-là à 205 Live. Et qui est l'émission où sont mis en avant la division poids léger de NXT. Voilà, le revoir concourir pour le titre Cruiserweight, ça m'a renvoyé à une époque où c'était chouette. Du coup, ça m'a fait plaisir. Et après le match, et la cam a freeze encore, mais c'est pas possible. Ah là là là, on va... évidemment, c'est le jour où il faut que je fasse vite, qu'on a plein de soucis techniques. Et évidemment, après le match, Legado del Fantasma, la faction de l'ancien champion Cruiserweight Santos Escobar que vous voyez juste là, a essayé d'agresser Kushida, mais comme ils étaient à 3 contre 1, les champions par équipe MSK sont intervenus pour sauver Kushida. Voilà, j'ai encore un message sur Discord. Hey! Ça fait 2 fois que j'ai un message sur Discord et que c'est rien. Là, c'est un message sur Discord et c'est Grégory qui me dit que ma caméra a freeze. Merci beaucoup. J'ai écrit dans mes notes, c'est dommage que tout ça, tout ce truc-là, Kushida qui fait un open challenge, Oni Lorcan qui répond, Legado del Fantasma qui l'agresse, MSK qui les sauve, c'est dommage que ça soit pas sur 205 Live. Parce que j'entends l'argument, personne regarde 205 Live, faut pas que ça soit là-bas que les trucs se développent, mais... C'est un argument qui se mord la queue, parce que si tu as envie que les gens regardent 205 Live, il faut que ce soit là-bas que les trucs se développent. Parce que s'il se passe rien à 205 Live, comme c'est un peu le cas en ce moment, oui, les gens ne regardent pas, c'est sûr. Voilà. Bref, mon opinion. Ensuite, on a Mercedes Martinez qui fait une promo et qui dit qu'elle attend Raquel Gonzalez. Elle l'a défiée, mais la championne n'a pas répondu. C'est Dakota Kai qui a répondu pour elle, parce qu'elle est dans l'ombre de Raquel Gonzalez. Dakota Kai est dans l'ombre de Raquel Gonzalez. Et qu'elle fait ce qu'on lui demande de faire comme une bonne petite fille. Et que du coup, puisque c'est comme ça, elle va devoir battre Dakota Kai la semaine prochaine. Et qu'il n'y aura plus rien entre Gonzalez et Martinez. Et surtout entre Martinez et le titre féminin de NXT. Hâte de voir ça. Ensuite, on voit The Way qui récapitule tout ce qui s'est passé. Très globalement, voilà, Johnny Gargano, Angle Austin Theory au sujet du match qu'il a booké lui-même avec Bronson Reed. Là-dessus arrive Candice LeRae, totalement explosé avec un chewing-gum dans les cheveux. Pour moi, il y a des trucs comme ça. Chewing-gum dans les cheveux égale méchant, quoi. Tu peux pas être pour quelqu'un qui met un chewing-gum dans les cheveux de quelqu'un. Tu peux pas, c'est impossible. C'est un peu comme tu peux pas être pour quelqu'un qui met un coup de pied à un chien ou à un chat. Voilà, c'est pouf méchant, quoi. Bref, Candice LeRae arrive complètement dépenaillée, complètement défaite, complètement abattue. Indy Hartwell arrive, elle dit qu'elle est contente parce qu'elle a réussi à regarder Dexter Lumis dans les yeux. Ils arrivent à se regarder dans les yeux depuis toujours, je sais pas pourquoi, bref. Et Indy Hartwell dit que elle a croisé William Regal et qu'elle a réussi à avoir un match de championnat contre Ember Moon et Shotzi Blackheart pour elle et pour Candice. Et là, je me dis, pourquoi? Ça fait 3 fois qu'elles s'affrontent, ça fait 3 fois que Ember Moon et Shotzi Blackheart gagnent. Pourquoi est-ce que William Regal dirait, oui d'accord, pas de problème, vous avez un match? J'ai mis D+, parce qu'ils sont drôles. C'est vraiment tout ce qui sauve le truc. Parce que sans ça, rien n'a de sens. Et c'est vraiment dommage. Parce que c'est peut-être l'acte que je préfère en ce moment à NXT. Et ils me semblent pas très bien bookés en ce moment.
Ensuite, on a un match Imperium contre Everrise. Je vous ai même pas mis d'image d'Everrise parce que c'est pas important, parce que Imperium a gagné, ce qui est assez évident. Imperium, c'est une faction composée de 4 membres. L'équipe, comment dirais-je, par défaut dans Imperium, c'est Fabian Eichner et Marcel Bartel qui ont donc remporté le match. Mais au milieu du match, Killian Dane, qui a été agressé par Imperium la semaine dernière, intervient et s'en prend à Alexander Wolf, parce que Alexander Wolf et Imperium l'ont agressé la semaine dernière, alors que Killian Dane et Alexander Wolf faisaient jadis partie de la même faction, mais de façon très intéressante, ils n'en viennent pas aux mains. Et de façon encore plus intéressante, quand Drake Maverick, l'actuel partenaire par équipe de Killian Dane, arrive pour agresser Alexander Wolf, Killian Dane le prend et s'en va avec lui. Autant dire que Killian Dane a protégé Alexander Wolf d'une agression de Drake Maverick. J'ai mis un B, j'aime bien cette histoire, parce que Walter a dit la semaine dernière que Imperium allait s'épandre, allait s'agrandir. Je me dis, il semble indiquer que Killian Dane hésite à rejoindre Imperium. Et je trouverais ça extrêmement cool. Et enfin, nous avons eu le main event. Le main event, Kyle O'Reilly contre Cameron Grimes. Ah pardon, avant le match, Kyle O'Reilly contre Cameron Grimes. Pendant qu'il arrive, Kyle O'Reilly croise Karrion Kross, l'actuel champion de NXT, avec Scarlett. C'est voilà, globalement c'est plus ou moins décidé quoi. Que le prochain challenger pour le prochain aspirant numéro 1 au titre de Karrion Kross sera Kyle O'Reilly. Ou en tout cas, ça pose pas de problème à Karrion Kross. Et le match était excellent. J'ai mis un A au match parce que le match était vraiment très très bon. Kyle O'Reilly est un excellent babyface. Vraiment un excellent babyface. Cameron Grimes est très drôle en heel aussi. Plein de spots, j'ai envie de dire élastiques, j'ai envie de dire caoutchouc. Plein de spots où il s'envoie dans tous les sens, il rebondit. Le Spanish Fly de Cameron Grimes est toujours incroyable. J'ai toujours l'impression qu'il va se blesser et il se blesse jamais. Il y a eu un spot aussi que j'ai beaucoup aimé. Cameron Grimes a fait un German suplex sur Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly s'est relevé pour retomber à travers les cordes à l'extérieur du ring. D'une façon générale, Cameron Grimes s'est vachement focalisé sur la nuque de Kyle O'Reilly, puisque Adam Cole a blessé Kyle O'Reilly à la nuque quand ils ont eu leur rivalité il y a quelques semaines. Mais voilà, c'est un excellent match, très divertissant, et qui s'est fini par Kyle O'Reilly qui fait une descente du genou à partir du coin sur la nuque de Cameron Grimes. Donc ça semble être sa prise de finition, quoi. Ça semble être sa nouvelle prise de finition depuis NXT TakeOver Stand and Deliver, puisqu'il l'a utilisé pour gagner son match contre Adam Cole. Rien à dire. Excellent match. Ça fait du bien de voir Kyle O'Reilly dans le main event. Cameron Grimes se défend aussi très bien. Voilà. Sans problème. Alors, il y a des gens qui me disent de donner une note au show à l'oral. Ou à l'écrire. Enfin, voilà, de vous donner une... Parce qu'apparemment, vous êtes perdu dans mon opinion si je vous donne pas une note. Je dis vous. J'ai eu un retour. Mais je me dis qu'il y a une personne qui parle, il donne l'avis de plusieurs personnes qui n'ont pas pris la parole. Et je me dis que ça n'a aucun sens de vous donner la note avec la notation habituelle, parce que la notation habituelle, c'est vraiment... elle veut dire quelque chose, quoi. C'est-à-dire que A, c'est j'ai adoré, B, c'est j'ai bien aimé. J'ai pu adorer globalement le show et lui mettre... et que la moyenne des trucs... Bref, je vais vous donner une note chiffrée concernant la note globale du show. Parce que vous le savez, si vous regardez les lives et si vous regardez mon tableau, vous savez que j'ai une échelle dynamique où le pire show de l'année à 0, le meilleur show de l'année à 20, et entre les deux, ils ont la note qui est la note relative, quoi. Voilà. Et ce show-là, relativement, à 17,5. Donc on est sur un très bon épisode de NXT. Maintenant, nous allons parler de AEW Dynamite. Je vais commencer par ça. Le show a eu 16 en moyenne. Donc on est sur un très bon show qui s'est ouvert avec Hangman Page contre Ricky Starks. Hangman Page est actuellement numéro 1 de leur classement de merde qui veut rien dire. Voilà, l'histoire c'est que Hangman Page
ignore le fait qu'il est numéro 1, ignore le fait que théoriquement c'est lui le prochain aspirant numéro 1 au titre de Kenny Omega, puisque, n'est-ce pas, ils ont été partenaires par équipe, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, je pense. Et on a Taz, donc le capitaine, on va dire ça comme ça, de la team Taz, qui est tous ces gens-là aux commentaires. Et le match est franchement bon. Le match est franchement bon. À un moment donné, Starks devait se rattraper sur ses pieds après un German suplex, mais il s'est rattrapé, certes, sur ses pieds, mais aussi sur sa nuque. Et je me suis dit, j'ai trouvé très bizarre qu'il le scelle absolument pas, celui-là. Parce que il est tombé sur sa nuque, quoi. On l'a tous vu, moi sur le coup, je me suis dit, ah, il a rien. Bon. Du coup, ça fait un peu bizarre. Mais le reste du match, je parle juste de la petite erreur. Il y a plusieurs matchs, voilà, plusieurs très bons spots. Notamment Hangman Page qui a fait un avalanche follow slam du haut du coin. Avalanche, ça veut dire du haut du coin. Et un énorme coup de la corde à linge et il n'a pas gagné. À un moment donné dans le match, Ricky Starks s'est blessé à la cheville, pour de faux évidemment. Et Hangman Page lui a fait un étranglement et a été chercher sa cheville pour lui faire une clé de jambe en même temps. Et c'est là que Ricky Starks a abandonné. Après le match, Taz dit à Page, dis donc, connard, je serai toi, je surveillerai mes arrières. Et évidemment, Hook, qui était aux abords du... Est-ce qu'on voit Hook? Oui. Hook, qui était aux abords du ring pendant le match, agresse Hangman Page dans le dos, bien sûr. Ah là là, les fourbes. Donc Hook attaque Hangman Page. Brian Cage arrive pour faire un powerbomb sur Hangman Page, mais avant qu'il ait le temps de le faire, tout le Dark Order qui n'est pas blessé, arrive et sauve Hangman Page. Voilà. Donc un B. On est sur un bon segment. Ensuite, on voit The Elite arriver. Donc il s'appelle pas The Super Elite comme il s'appelait avant, il s'appelle juste The Elite. On voit The Elite arriver et se mettre dans une, j'ai envie de dire, caravane. Ensuite, Penta affronte Trent. C'est Trent, point d'interrogation. Faut que je mette le ton quand je parle de lui. Très bon match là encore. J'ai mis un B. Trent revient de blessure. On aurait pu penser qu'il allait y aller mollo, quoi. Non. il a fait un énorme topé con hilo au milieu du match, c'est-à-dire qu'il a sauté par-dessus la 3e corde pour tomber sur son adversaire. Et le match s'est terminé quand... Alors, je vais vous montrer une image, ça va être fantastique. Alors, ok. Le traducteur de Penta, qui s'appelle Alex Abrahantes, s'adresse à Trent en lui disant que il suck, que ses amis suck, mais que surtout sa mère suck. Oh, on dit pas du mal de la mère de Trent. Donc du coup, Trent s'énerve et prend une chaise, menace de frapper Alex Abrahantes qui monte sur le ring. Orange Cassidy l'accueille dans le ring, l'image que vous voyez là, et menace de montrer sa bite, puisque l'arrêt sur l'image est très très mal choisi, on a vraiment l'impression que ça bouge pas. Non, il menace de lui mettre des kicks d'une violence insoutenable. Mais avant que Orange Cassidy puisse s'en prendre à Alex Abrahantes, Penta attaque Orange Cassidy, l'arbitre qui est... Mais les arbitres de AEW, c'est des tanches. Hein. L'arbitre se penche sur Orange Cassidy, qui est pas dans le match, donc l'arbitre arrête de regarder le match, complètement, dit « Oh là là, Orange Cassidy, est-ce que ça va ?» Donc évidemment, Alex Abrahantes frappe Trent avec le micro qu'il avait dans la main, et Penta en profite pour faire un package piledriver pour remporter le match. Donc on est sur un bon match. Le match était bien, le finish a un sens, tout est très bien. J'ai beaucoup aimé, bien aimé ce match. Ensuite, on a une interview du Pinacle, Jim Ross des interviews. MJF signale que Tully Blanchard, qui est un des managers du Pinacle, n'est pas là, mais qu'il a un cadeau pour lui. Et que ce cadeau, c'est une écharpe un peu plus légère, avec exactement le même motif, mais plus légère, parce que c'est le printemps. Wardlow dit que Chris Jericho a fait une des meilleures promos de sa carrière la semaine dernière, mais qu'il a trébuché sur ses mots quand il a prononcé le nom de Wardlow parce qu'il sentait bien qu'il faisait une connerie. Meilleure promo de sa carrière, jamais de la vie. Même pas dans le top 50.
j'ai envie de... Même pas dans le top 10 des promos de Chris Jericho à AEW. La promo de la semaine dernière était... Ou de la semaine d'avant, je sais plus. Était... Ah, encore un frise de la cam. Était même franchement pas terrible, quoi. Chris Jericho qui disait hey, FTR, vous vous ressemblez vachement, on n'arrive pas à vous dissocier l'un de l'autre. Sean Spears, ta coupe de cheveux, c'est pas la mode. Waouh, c'est pas terrible, là, Chris. Chris Jericho est un excellent catcheur au micro, mais alors, cette promo-là, mais beaucoup de gens ont dit qu'elle était vraiment géniale, donc voilà. Excusez-moi, je reprends mes notes. MJF reprend la parole pour dire que Chris Jericho ne sert plus à rien, que c'est un... Alors, il a dit c'est un catcheur de niveau B qui s'entoure de catcheurs de niveau A pour faire croire qu'il est lui aussi... Non, si, qu'il est aussi niveau A, et il s'en prend aussi à des catcheurs de niveau A pour faire croire qu'il est... Bref, il s'entoure de gens meilleurs que lui pour faire croire qu'il est à ce niveau-là. Il dit qu'il se contente, que MJF dit de Chris Jericho qu'il se contente de catcher contre des gars déjà populaires et de s'attribuer leur gain de popularité. Et il dit que c'est malin, et que c'est son truc d'ailleurs d'être plus malin que ses adversaires. Enfin, jusqu'à ce qu'il tombe sur MJF qui lui a été plus malin. Et il défie Chris Jericho, il dit que c'est un marque. Alors marque c'est un terme de catch pour dire t'es fan, mais beaucoup trop fan, qui prend ça vraiment beaucoup trop au sérieux. Bref, voilà, MJF dit que c'est un marque, en effet, un marque envers la position de Chris Jericho, qu'il a bien l'intention de prendre avec l'aide de sa famille, parce que quand on est au pinacle, on est toujours au sommet. Ce qui est assez redondant, mais la promo était vraiment très très bonne. MJF est brillant au micro. B+, pour cette promo-là. Ensuite, nous avons eu un excellent match de championnat. Tai Conti contre Hikaru Shida, et pour une fois, bien construit. Ça fait plusieurs semaines que je vois Hikaru Shida à Dynamite, je l'ai vu gagner des matchs, je sais comment, ce qu'elles ressentent l'une envers l'autre, je sais qu'elles se respectent toutes les deux, tout fonctionne très bien, et je sais pourquoi elles ont un match, parce que Tai Conti était au sommet de, du classement des catcheuses de AEW. Je déteste cette idée de classement, mais ok, tu me donnes une raison, tu me donnes un contexte, tu me donnes une raison d'être investi, fantastique, tout fonctionne très bien. Et le match était génial. Le match était vraiment génial. J'ai écrit Tai Conti se sort d'un Falcon Arrow. Conti parvient à revenir avec un Taikeo, mais Hikaru Shida s'en sort. Le Taikeo n'a pas suffi. Hikaru Shida a voulu faire un DDT, donc sa prise de finition, que Shida a contré avec un Beach Break qui n'a pas suffi non plus. Shida a fait une prise que j'ai trouvé vraiment cool dans le coin. Elle est montée sur le coin, elle a projeté Tai Conti dans le coin. C'est une prise qui s'appelle le Witch Shot. Et je trouve ça, donc le coup de la sorcière. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et Hikaru Shida a gagné avec un backbreaker et avec ce que les commentateurs ont appelé un Kitana, qui est globalement un petit tour sur soi-même et un immense coup de genou dans la gueule. Kitana, c'est plus classe et c'est plus rapide. La raison pour laquelle on est sur un A- et pas sur un A, c'est que j'ai trouvé le match un peu court. J'aurais aimé qu'il dure un petit peu plus longtemps. Mais bon, on est sur vraiment du... j'allais dire du chipotelé, faut que j'arrête. J'ai des petits tics de langage à la con comme ça, au lieu de dire chipotage, je dis chipotelé, excusez-moi, j'ai un chat qui gratte. Donc ouais, voilà, on est vraiment sur du chipotage parce que le match était vraiment excellent. Juste voilà, j'aurais bien aimé qu'il dure un petit peu plus longtemps, j'aurais bien aimé, parce que vu que c'est une des rares rivalités qui a vraiment été un peu construite à AEW, j'aurais bien aimé que ça paye un petit peu plus. Mais bon. Et ensuite, Britt Baker arrive pour dire... Putain, là, apparemment la connexion est vraiment catastrophique. Britt Baker arrive pour montrer le classement et pour montrer que désormais elle est première de ce fameux classement et que donc elle est l'aspirante numéro 1 au titre d'Hikaru Shida. Je serais absolument pas surpris que que Britt Baker gagne le titre. C'est une des rares catcheuses qui est vraiment extrêmement protégée à AEW, même si elle est pas... Elle est protégée dans le sens où on la voit très souvent, où elle est vraiment établie, mais elle n'est pas protégée, à Dynamite, quoi. C'est-à-dire qu'on la voit souvent perdre, quoi, Britt Baker. Mais bon, là je rentre vraiment dans des points de détail. Le match était très bien, Britt Baker est la nouvelle challenger, ça fonctionne, tout fonctionne.
À part leur classement qui est vraiment de la merde, mais sans ça, voilà. Ensuite, nous avons une promo de Miro. Il dit qu'il s'en fout que tu sois entouré de tes petits copains d'Impact ou que tu aies de la peinture émo sur la moitié de ton visage. Si tu as un titre, tu as un problème. Joli. La seule question qui se pose maintenant, c'est quel champion il va battre en premier. Excellente promo de Miro. Le gars entouré de petits copains d'Impact, évidemment, c'est Kenny Omega, le champion actuel de AEW. Et la peinture emo, c'est Darby Allin, le champion TNT. Ça fait depuis que Miro a débuté que j'attends de le voir comme ça. La raison pour laquelle on est sur un B- plutôt qu'un B tout court, c'est que il a fait une promo à peu près semblable la semaine dernière. Et j'attends qu'il fasse quelque chose maintenant. J'attends qu'il fasse... J'attends qu'il bouge, j'attends qu'il agresse quelqu'un. Mais ça reste une excellente promo, quoi. Miro il faut qu'il lâche ce potentiel-là, parce qu'il est vraiment excellent. Et parlant de promos sur lesquels on n'est pas du même avis de Chris Jericho, Tony Schiavone interview l'Inner Circle, donc la faction de Chris Jericho. Chris Jericho dit que le match Blood and Guts dans 2 semaines va générer... Dans la Blood and Guts, c'est un match où il y a 2 rings et une cage et 2 équipes s'affrontent dans ces... 2 équipes de 5 catcheurs s'affrontent dans ces conditions. Il dit que le match Blood and Guts va générer un courant de larmes jusque dans la loge du Pinacle. Il arrête pas de les appeler The Pineapple, The Pinnacle. Que Pineapple, ça veut dire ananas. Jake Hager, alors oui, à un moment donné, Jake Hager, il parle, enfin, d'abord, Chris Jericho parle du fait que Mike Tyson, la semaine dernière, a mis un coup de poing à Cash Wheeler, et il dit qu'il va devoir manger manger avec une paille, et là, t'as Jake Hager qui jette des pailles vers la caméra en disant je sais pas trop qu'est-ce qu'il a dit, ça me semblait assez vide, mais globalement, voilà, vous allez avoir besoin de paille pour manger. Chris Jericho dit que c'est bizarre parce qu'on avait l'impression que MJF était entouré de muets, parce qu'effectivement il n'y a que MJF et Wardlow qui ont parlé. Santana prend la parole pour dire que FTR, l'équipe attitrée du Pinacle, FTR arrête pas de se prétendre les meilleurs, de donner des noms, voilà, d'insulter d'autres catcheurs, mais dès qu'il a fallu s'en prendre à lui et à Ortiz, l'équipe attitrée de l'Inner Circle, ils ont attendu d'avoir un gang avec eux, et que ça, d'où il vient, on appelle ça un coup de pute. Jericho chante un truc à propos de MJF, c'était embarrassant, j'ai trouvé. Voilà. Ensuite, il dit qu'il s'est torché le cul avec l'écharpe d'MJF avant que Tully Blanchard la lui offre. Et il annonce qu'ils auront un pourparler la semaine prochaine avec le Pinacle pour discuter des règles du match. Et il finit la promo en baragouinant des trucs et en criant vraiment très fort. J'ai mis C+ à ça parce que j'avais envie de mettre quelque chose de plus parce que le passage de Santana, où Santana a parlé, était vraiment très cool. Il a dit notamment la semaine dernière, on a vu quand on vous a agressé, on a vu de quelle couleur était votre sang, mais quand on s'affrontera dans le Blood and Guns, on verra quelle taille a votre cœur. Wow, intense. Mais Chris Jericho, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec Chris Jericho? Je sais pas si c'est le fait d'être babyface qui le Chris Jericho est excellent au micro d'habitude. Et là, il me donne vraiment l'impression de hurler des trucs qui se répètent pour s'essouffler. On va vous affronter à Blood and Guts, et puis le pire reste à venir parce qu'on et je sens que ça marche sur le public, je sens qu'il arrive à fédérer le public. Moi, je me dis, calme-toi, bois un coup parce que là, tu es en train de te faire du mal, tu es en train de t'abîmer la santé. Mais bon, c'est que mon opinion. Mais en même temps, on est là. Ensuite, on est là pour ça. Ensuite, on a le match Billy Gunn contre QT Marshall. QT Marshall faisait partie de la Nightmare Family, mais entouré de 3 autres catcheurs qui faisaient également partie de la Nightmare Family, qui est l'énorme faction de Cody Rhodes qui sert à entraîner de nouveaux catcheurs. Mais voilà, QT Marshall s'est entouré de 3 de ces nouveaux catcheurs pour trahir Cody. Et Billy Gunn fait également partie avec ses 2 fils, Colton Gunn et Austin Gunn, de la Nightmare Family. Voilà.
Donc Billy Gunn veut venger l'honneur de Cody Rhodes dans ce match. Avant le match, j'ai écrit, on a une promo de Antonio Gogo, que vous ne voyez pas là, mais qui fait partie des 3 catcheurs qui ont trahi Cody Rhodes. Antonio Gogo il dit qu'ici aux États-Unis c'est de la merde et qu'il est juste là pour l'argent. Je me dis, tu dis ça à côté de 3 Américains, t'es bon. Et QT Marshall dit qu'il va montrer à Billy Gunn la vraie valeur du soutien de Cody Rhodes. Chouette. Billy Gunn attaque QT Marshall avant le début du match. Le match est... globalement, Billy Gunn roule sur QT Marshall pendant l'essentiel du match. À un moment donné, Aaron Solo et Nick Komoroto attaquent Billy Gunn dans le dos de l'arbitre, ce qui fait que les fils de Billy Gunn, Austin et Colton, sortent du public pour aller aider leur papa, et ils se battent et ils finissent par quitter complètement l'arène. Donc le match se retrouve à être juste Billy Gunn contre QT Marshall, du moins jusqu'à ce que, évidemment, Nick Komoroto, Antonio Gogo, pardon. Antonio Gogo, ancien champion olympique de boxe, sauf erreur de ma part. Antonio Gogo arrive en haut de la rampe et met un crochet dans le foie, j'ai envie de dire, enfin voilà, dans l'abdomen en tout cas, de Billy Gunn, ce qui le plie en deux. Le coup de poing de Antonio Gogo est extrêmement protégé. C'est il te met ça, tu peux pas te relever, quoi. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il y ait des prises protégées. D'autant que là, ils ont fait ce que je vous ai... ils ont j'ai envie de dire corrigé, mais pas corrigé. Ils ont pas fait ce que je leur avais reproché la semaine dernière. C'est-à-dire que la semaine dernière, Antonio Gogo a mis un coup de poing et l'arbitre a dit « Coup de poing, c'est fini, il peut plus se relever !» Là, Antonio Gogo a mis un coup de poing à Billy Gunn dans le dos de l'arbitre. Et après ça, QT Marshall a fait sa prise de finition, a fait un cutter pour finir le match. C'est-à-dire que c'est pas le coup de poing d'Antonio Gogo qui a fini le match, c'est le cutter derrière. C'est-à-dire que le coup de poing te rend incapable de te battre, et après tu finis le match. Si tu finis le match sur un coup de poing, pour moi il y a un côté... il y a un côté trop... Je sais pas, je pense que je me fais comprendre. Et alors, attendez, j'ai pris une image... Je vois qu'il y a beaucoup d'agitation sur le chat. J'ai hâte de lire vos messages. J'ai pris cette image-là parce qu'on a la plupart des éléments de ce qui va suivre. Après le match, QT Marshall descend du ring pour aller chercher une chaise de jardin. Ça, c'est une chaise. Donc QT Marshall va chercher une chaise de jardin pour agresser Billy Gunn avec. Je me dis, oh putain, il va pas l'attaquer avec une chaise de jardin. Le truc, c'est en bois, quoi. C'est pas les chaises pliables qui ont l'air extrêmement fragiles. Donc voilà, Billy Gunn prend une chaise de jardin, va attaquer QT Marshall. Non, QT Marshall va chercher une chaise de jardin, va attaquer Billy Gunn avec, mais Dustin Rhodes, l'ancien partenaire par équipe de QT Marshall, arrive et l'en empêche et commence à le frapper. Antonio Gogo monte sur les abords du ring quand QT Marshall sort du ring pour échapper à Dustin Rhodes. Antonio Gogo provoque Dustin dans le but de le frapper, donc ça c'est ce que vous voyez là. Mais Nick Komoroto arrive dans le dos de Dustin Rhodes, va pour le frapper, Dustin Rhodes évite, lève la chaise et éclate la chaise sur la tête de Nick Komoroto qui ne réagit pas. La chaise éclate sur sa tête et Nick Komoroto... Tu vas taper. J'ai mis B à tout ce truc-là. Ce serait un B+, à un tout petit détail près. Le coup de Dusty Rhodes m'a semblé très faible et la chaise, du coup, m'a semblé très fragile. Et ça, c'est con, hein, c'est vraiment juste ça. Je me dis... Ouais, mais la chaise, elle a vraiment beaucoup trop explosé, quoi. Ça aurait juste fait un crunch comme ça, je me serais dit, waouh, il a encaissé ça sans rien faire. Que là, sans trembler. Que là, il a fait ça, la chaise, elle a fait plus. Je me suis dit, ouais, tu l'as tapé avec une bulle de savon, quoi. Bah, voilà, j'ai trouvé que la chaise était un petit peu trop... et en même temps, tu veux protéger Nick Komoroto, c'est normal. Petit chipotage, tout petit chipotage. Ça, c'est resté... Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce segment, c'est que ça a mis en avant énormément de monde. Ça a mis en avant QT Marshall comme le mec qui arrive à manipuler son monde pour gagner. Ça a mis en avant Antonio Gogo avec son coup de poing. Ça a mis en avant Nick Komoroto avec le fait qu'il soit capable d'encaisser un coup de chaise comme ça. Bref, j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses, quoi.
Et Billy Gunn a été relativement protégé aussi parce qu'il a fallu une triche, et une triche sauvage pour le faire perdre. Donc c'était chouette. Ensuite, on a eu un segment que j'ai pas aimé du tout, je lui ai mis un D+. On retrouve The Elite dans leur caravane avec Michael Nakazawa qui est là, qui vient faire un petit coucou aussi. Matt Jackson dit que c'est grâce à eux que le catch japonais a percé sur la scène internationale, on va dire ça comme ça. Il dit que c'est grâce à eux qu'il y a un t-shirt de catch extrêmement vendu dans le monde. Il fait allusion au t-shirt Bullet Club. Il dit aussi que c'est eux qui ont lancé cette révolution qui s'appelle All Elite Wrestling. D'ailleurs, Elite, leur nom est dessus. Et il dit qu'il sait aussi que Eddie Kingston et Jon Moxley sont là et que si jamais ils les cherchent, ils savent où les trouver. Quand Kenny Omega, le champion actuel, s'apprête à parler sérieusement, il est interrompu par des klaxons. On va à l'extérieur de la caravane et on voit Jon Moxley et Eddie Kingston dans un truck et le truck roule directement dans la caravane. Je me dis wow, ok, très bien. J'espère qu'ils, enfin, voilà, sur le coup je me suis dit j'espère qu'ils sont bien rembourrés à l'intérieur parce que c'est dangereux comme spot. Ensuite, Jon Moxley et Eddie Kingston sortent du truck. Jon Moxley prend un tuyau en acier, il rentre dans la caravane et il n'y a personne. Et ils disent « Oh voilà, ils sont où? Oh, ils ont fui !» Non, ils n'ont pas fui, ils n'ont pas eu le temps de fuir. Ils étaient 8 dans la caravane. Il y a peut-être eu une dizaine de secondes entre le moment où on les a vus regarder par la fenêtre et le moment où le truck est rentré dans le truc. Ils n'ont pas eu le temps de fuir. Ils ont disparu. Ils ont fait comme Shaquille O'Neal dans l'ambulance, ils ont juste disparu. Ça m'a complètement sorti du truc. C'est-à-dire que je trouvais l'angle vraiment cool. Et il y a une énorme erreur de cohérence. Juste une question de timing, juste une question de... On les voit dans la caravane, on a le point de vue de l'extérieur, on voit la bagnole rentrer. Le fait qu'on les ait pas vus fuir, vraiment juste, ça donnait l'impression de ça a été enregistré ailleurs ou ça a été enregistré. Bref, c'est un truc de montage. Ils ont jamais été dans cette caravane. Enfin, voilà, ça m'a complètement sorti du truc. Le plus, c'est que Moxley et Kingston fonctionnent extrêmement bien ensemble. C'est exactement comme The Way. J'ai exactement le même problème que The Way. C'est pas cohérent, mais j'aime beaucoup les gens impliqués. J'ai un peu de mal avec Kenny Omega et les Young Bucks, mais c'est une sensibilité personnelle. Je vous ai pas mis d'image. Ça, c'est Eddie Kingston et Jon Moxley. Comme vous pouvez le voir, c'est eux. Voilà, je les aime bien. Bonne alchimie tous les deux. Jon Moxley a cassé une des vitres de la caravane avec son tuyau. Donc voilà. Ensuite, on a eu le match Powerhouse Hobbs contre Christian Cage, auquel j'ai mis C+. Sa gimmick là, de Christian Cage de Outwork Everyone. Pour moi, ça annonce... ça n'a pas trop été le cas là, mais ça annonce beaucoup de matchs chiants. Beaucoup de matchs où Christian Cage va se faire dominer pendant une bonne partie du match, mais il va réussir à revenir à la fin. Et c'est des trucs que je déteste parce que tu me dis Christian Cage contre Powerhouse Hobbs, je me dis oui, Christian Cage gagne, sans aucun problème. C'est bien sûr qu'il gagne. Powerhouse Hobbs n'a aucune chance. Tu peux me dire qu'il est 3ème à ton classement de merde, je vais te dire non, il est pas 3ème, arrête tes conneries, c'est le 3ème homme de la Team Taz, contre Christian Cage que vous avez présenté comme étant le Messie. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Powerhouse Hobbs n'a aucune chance. Et du coup, pendant tout le match, alors c'était bien, Powerhouse Hobbs a dominé Christian Cage parce qu'il était plus puissant, voilà, mais pendant tout le match, je me disais... faites gagner Christian, on sait qu'il va gagner, faites-le gagner. Et heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, c'est pour ça que c'est un C+, parce que ça n'a pas duré trop longtemps. D'ailleurs, j'ai noté au début, il y a tout un passage au début du match où ils sont à l'extérieur, il n'y a pas de décompte à l'extérieur. J'en ai marre d'entendre les gens dire AEW, il book vachement mieux parce qu'il y a eu une seule fin en disqualification depuis le début du truc. Bah oui, ils comptent pas les disqualifications, ils comptent pas les décomptes à l'extérieur. Alors forcément, ça arrive jamais. Bref, c'est un argument que je déteste. Maintenant, je comprends ce que les gens veulent dire, c'est que c'est satisfaisant d'avoir une vraie fin à un match, mais... c'est tellement frustrant de les voir catcher pendant 5 minutes à l'extérieur. Et si vous me sortez l'argument, mais c'est parce qu'au Japon, ils font beaucoup ça pour les matchs de championnat, je vous dis, la mauvaise foi, ça va bien 2 minutes. Quoi. Maintenant,
Ils le font aussi à la WWE parfois. Je le souligne quand ils le font à la WWE parfois. Voilà. Mais je respecte l'opinion de chacun. Je déteste parler de AEW pour ça, Bref. Ensuite, une petite promo assez sympa où Jade Cargill dit que tous les managers veulent la faire signer, tous les managers veulent être le manager de Jade Cargill. On nous montre Matt Hardy qui dit qu'effectivement il a bien envie, Vicky Guerrero qui dit qu'effectivement elle a bien envie pour ajouter du monde à sa faction. Je dis ta faction qui est composée de une personne pour l'instant, Vicky. Voilà. Mais j'ai mis C+ à ça parce que j'aime bien l'idée que Jade Cargill cherche à avoir un manager, mais que ce manager a intérêt à être au niveau. Je trouve ça bien. Ça donne quelque chose à faire à Jade Cargill qui n'est pas battre Red Velvet et qui n'est pas encore aller chercher le titre de AEW. Donc c'est cool. C'est cool, puis c'est original, puis voilà, j'aime bien. Et enfin, nous avons eu le main event, Darby Allin contre Jungle Boy. C'est un A sans la moindre hésitation. Le match était aussi bon que ce que vous imaginez, quoi. C'est-à-dire Darby Allin a essayé de se suicider de la façon la plus spectaculaire possible dans le ring pendant tout le match. Jungle Boy est peut-être l'un des meilleurs catcheurs de AEW, qui compte pourtant énormément de très bons catcheurs. Jungle Boy est juste excellent. Et on dit pas juste dans ce contexte-là. Jungle Boy est vraiment excellent ils ont commencé le match sur des enchaînements techniques vraiment cool. J'ai écrit que Darby Allin a fait un coffin drop sur l'arête du ring. Mais du coup, ils sont tombés tous les deux à l'extérieur, donc du coup, ça marche pas. Là, l'arbitre compte. Ok. Là, l'arbitre compte le décompte à l'extérieur. Pour réussir à remonter sur le ring, Jungle Boy s'est accroché à son partenaire par équipe, Luchasaurus, que vous voyez tout au fond là-bas. C'est un dinosaure. Jungle Boy s'accrochait à Luchasaurus pour remonter dans le ring. Ce qui a pas mal emmerdé Sting, qui a vu ça comme une interférence. L'arbitre a dit non, il l'a pas touché, c'est pas une interférence. Et Sting et Luchasaurus ont commencé à se battre jusque dans les coulisses. Le match est terminé avec une victoire de Darby Allin qui a conservé son titre avec le Last Supper. J'aime beaucoup le fait que sa prise de finition soit un tombé, soit pas une prise puis ensuite il fait le tombé. J'aime beaucoup le fait que le tombé soit la prise de finition. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça très chouette. Le match était vraiment excellent et c'est pour ça que j'ai mis en titre la relève est chez AEW. C'est vraiment les catcheurs, j'ai pas envie de dire les catcheurs de demain, mais beaucoup de catcheurs qui ont moins de 30 ans sont à AEW et sont déjà bien établis à AEW. J'hésitais à mettre un titre genre AEW fait ce qu'NXT devrait faire mieux que NXT. Mais pour moi, c'était déjà un petit peu trop dans la provoque. J'aime pas encourager cette espèce de guerre fictive et inutile entre NXT et AEW. Mais on a vraiment la présentation de catcheurs qui vont être là pendant les décennies à venir à AEW. Et c'est pas... J'ai envoyé, je dis, beaucoup de catcheurs de moins de 30 ans. J'ai vérifié, donc Darby Allin a moins de 30 ans et Jungle Boy a moins de 30 ans également. Mais c'est aussi le cas de Ty Conti. Ty Conti a également moins de 30 ans. Britt Baker a moins de 30 ans. Nick Komoroto, Chaise, a pile 30 ans, je crois. Ricky Starks aussi a moins de 30 ans. Il y a tellement de catcheurs qui sont mis en avant et qui sont très jeunes. Alors que à NXT, il y en a aussi. Mais genre, par exemple, Cameron Grimes a moins de 30 ans, mais Cameron Grimes, il va perdre contre l'aspirant numéro 1 au titre. Il n'est pas dans un match de titre pour le... Enfin voilà, je trouve que là, pour le coup, AEW est vraiment bon quand il s'agit de mettre en avant de nouveaux talents. Et c'est une belle qualité qu'ils ont. Par contre, après MJF a 25 ans. MJF a 25 ans, il est déjà dans les plus gros heels de la fédération. Et après ça, ce que j'ai pas aimé, Scorpio Sky et Ethan Page qui se sont dit ah, on veut une histoire arrivent pour agresser Darby Allin, mais Sting n'est pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Heureusement, Lance Archer arrive pour empêcher Ethan Page et Scorpio Sky de s'en prendre à Darby Allin mais il est toujours à 1 contre 2, donc du coup il se fait quand même dominer et Sting arrive avec sa batte de baseball pour les faire fuir. La fin fait vraiment... et aussi à lui, puis aussi à lui. Voilà. Ils ont trop de monde. Ils ont trop de monde à AEW. Ils vont vraiment faire
Des rosters séparés. Peut-être un roster... quelqu'un qui m'avait suggéré ça la semaine dernière, un roster Dark et un roster Dynamite, comme ça, avec éventuellement des communications entre les deux, mais ça permettrait à tout le monde d'avoir une position, quoi. Enfin, mais... Écoutez. Dans l'ensemble, ça a été quand même un très bon épisode, avec un très bon main event, et deux très bonnes soirées de catch, d'une façon générale. Fabrice me dit bonjour monsieur Lien du Soleil, ça va vous étonner, mais j'ai été légèrement déçu de NXT. Je suis jamais surpris des avis des gens. Enfin, c'était bien, hein, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait trop de segments comiques, Cameron Grimes et O'Reilly, Loomis et The Way pour ne citer que. J'aurais aimé que ce soit fait avec un peu de parcimonie. NXT reste tout de même bien, hein, c'est juste un léger reproche. Bah moi, au contraire, tu vois, je trouve que NXT a tendance à se prendre un petit peu trop au sérieux, à être un peu trop dans le on est métal, on est les vrais, nous on fait du vrai catch, alors que les voir avoir un peu de relief, je trouve ça cool. Peraltaro me dit salut, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. As-tu vu les critiques sur O'Reilly disant que c'est un Orange Cassidy et qu'en penses-tu? Je pense que les gens sont d'une connerie, pardon. Le personnage d'Orange Cassidy, on est bien d'accord que c'est le fait qu'il soit mou et qu'il ait aucune motivation. Si il suffit de mettre une veste en jean, des lunettes de soleil et un t-shirt blanc pour être Orange Cassidy est rien. Mais c'est pas ça le personnage d'Orange Cassidy. Je pense que les gens sont... Je vois le parallèle, tu vois. Si les gens étaient restés juste sur ah, c'est rigolo, Kyle O'Reilly, on dirait Orange Cassidy. Là, je me serais dit oui, effectivement, c'est rigolo. Si les gens disent ah voilà, Kyle O'Reilly, c'est Orange Cassidy maintenant. Ah voilà, on essaye de copier, voilà. Là, je me dis faites chier. Keikwan me dit comment está en la casa? Es-tu réconcilié avec AEW par rapport aux griefs que tu avais contre eux? Non, pas du tout. Sinon, continue tes lives, j'adore et tu me motives vraiment à suivre le catch. Merci beaucoup à toi. Non, j'ai absolument aucun... Ils continuent de faire ce que je leur reproche, donc c'est juste que ce que je leur reprochais, ne s'est pas manifesté dans cet épisode-là. Et quand ça s'est pas manifesté, d'ailleurs, je l'ai fait remarquer. Swifty me dit, étant donné que visiblement l'élite peut se téléporter, la question est, sont-ils des méchants de films d'horreur? Non, je pense qu'ils sont... ils sont comme The Fiend. Voilà, ils ont à peu près les mêmes pouvoirs que The Fiend, je pense. The Elite et Shaquille O'Neal. Nodashi23061 me dit, bonjour Link, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais lancer ton live 5-10 minutes avant de commencer? Ça nous laisserait le temps d'arriver. Les notifications mettent du temps à apparaître. Merci beaucoup pour tes reviews. Je peux faire ça. On avait hésité à faire un truc avec Gregory Slice, c'est de passer, c'est de répondre aux questions qui sont mises en avant après la limite des questions, au début du prochain live. Comme ça laisse le temps aux gens d'arriver. Je pense que ça peut être une bonne idée. Elvo me dit coucou Linkso, j'ai adoré ton coin lecture, je ne lis littéralement rien à part mes mangas et mes BD, mais j'aime beaucoup écouter tes coins lecture car ça m'apporte quand même de la culture littéraire. Ouais, c'est vraiment juste mon opinion, c'est vraiment... Je vois ce que tu veux dire et je te remercie, mais on n'acquiert pas la culture en écoutant l'avis de quelqu'un. Si je peux me permettre, mais c'est gentil. Je voulais aussi te prévenir, il y a une page Facebook qui a découpé une de tes vidéos et l'ont réuploadé sur Facebook. J'ai gardé le lien, etc. Donc s'il faut pour aller les contacter, n'hésite pas à demander. Je sais pas pourquoi ils mettent pas... C'est tout à fait légal, on a un contrat, je sais pas pourquoi ils mettent pas ça plus en avant. Parce que il y a tout ce que ça a changé à ma vie, c'est que maintenant il y a des gens qui viennent me dire il y a une page Facebook qui te vole tes vidéos. Non, c'est pas du vol. Ils ont parfaitement le droit, mais je sais pas pourquoi ils disent pas qu'ils ont parfaitement le droit. Mais je critique pas, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Merci à tous d'avoir été là, merci à tous pour votre patience. J'ai été d'une humeur assez maussade aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, je me suis trouvé très chiant, je sais pas ce qui vous concerne, mais voilà, donc merci je pense que c'est parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste et que j'appréhende. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé ce live. On se donne rendez-vous samedi pour parler de 205 Live, de NXT UK et de SmackDown. Et c'est déjà pas mal. Moi, il va falloir que je continue de lire des bouquins pour le prochain coin lecture, mais aussi pour le 50-50 qui va sortir sur Link the Sun. J'ai pas encore choisi le sujet parmi les livres que j'ai lus. Mais il y a des tendances qui commencent à se dessiner. Je commence à avoir des idées sur quelques... Je commence à envisager, voilà, de sortir un 50-50 sur tel ou tel roman, tel ou tel film adapté d'un roman. Dans tous les cas, je vous tiens au courant, abonnez-vous pour ne pas rater ça, et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Bisous tout le monde, ciao!